Un peu avant 10 heures le lendemain, j'attendais le bus pour Innsmouth en face du drugstore de la place du Vieux Marché, une petite valise à la main. L'heure de son arrivée approchant, je remarquai que les promeneurs se dispersaient tous vers le haut de la rue ou vers l'Ideal Lunch de l'autre côté de la place. Apparemment, l'employé de la gare n'avait pas exagéré l'antipathie que les gens de Newburyport éprouvaient à l'égard d'Innsmouth et de ses habitants. Peu après, un petit autocar gris sale à l'état de délabrement avancé descendit State Street dans un grand bruit de ferraille, négocia un virage et freina le long du trottoir à côté de moi. Je compris immédiatement qu'il s'agissait du bus que j'attendais, pressentiment aussitôt confirmé par le panneau à demi effacé sur le pare-brise. Arkham, Innsmouth, Newburyport. Il n'y avait que 3 passagers, des hommes plutôt jeunes, bruns, aux mines maussades et à la mise négligée. Quand le véhicule s'immobilisa, tous 3 en descendirent d'un pas traînant et maladroit pour remonter State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur sortit à leur suite et je l'observais tandis qu'il entrait dans le drugstore pour effectuer quelque achat. Il s'agissait certainement, me dis-je, de ce Joe Sargent dont m'avait parlé l'employé de la gare. Et avant même de m'attarder sur les détails de sa personne, je fus submergé par une vague d'aversion spontanée qu'il me fut impossible de contrôler ou même d'expliquer. Je trouvais soudain tout naturel que les gens d'ici refusent de monter dans le bus de cet homme et de le laisser les conduire, ou bien évitent tant que possible de séjourner là où habitait un tel individu et ses concitoyens. Quand le chauffeur sortit de la boutique, je l'étudiais plus attentivement et m'efforçais d'identifier ce qui m'avait tant déplu chez lui. C'était un homme maigre, aux épaules voûtées, qui dépassait à peine le 1,80 m et qui était vêtu d'un costume de ville défraîchi et affublé d'une casquette de golf élimée. Il devait avoir dans les 35 ans, mais les rides étranges qui creusaient les côtés de son cou lui donnaient un air plus âgé, que démentait son visage lisse et dénué d'expression. Il avait la tête étroite, des yeux bleus humides qui semblaient ne jamais cligner, un nez camus, un front et un menton fuyants et des oreilles bizarrement atrophiées. Les contours de ses lèvres pendantes comme ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque imberbes, à l'exception de poils jaunes clairsemés qui poussaient çà et là en touffes éparses et frisées. Par endroits, d'étranges plaques irrégulières sclérosaient sa peau, comme s'il avait pelé à la suite d'une affection cutanée. Ses larges mains marbrées de veines étaient d'une inhabituelle teinte gris-bleu, tandis que ses doigts, anormalement courts en proportion, semblaient avoir tendance à se recroqueviller contre ses paumes imposantes. Tandis qu'il revenait vers le bus, je toisais sa démarche traînante et ses pieds démesurément grands. Plus je les observais, plus je me demandais comment il parvenait à trouver des chaussures à sa pointure. Sa personne exsudait quelque chose de huileux qui aggravait un peu plus le dégoût qu'il m'inspirait. Il avait sans aucun doute l'habitude de travailler ou de traîner sur les docks, car leur odeur de poisson caractéristique le suivait partout. Quant au sang qui coulait dans ses veines, il m'était impossible d'en déterminer la provenance. Sa physionomie insolite n'évoquait en rien celle d'un Asiatique, d'un Polynésien, d'un Levantin ou d'un Africain, et pourtant je comprenais parfaitement qu'on puisse lui trouver l'air étranger. Pour ma part, j'y voyais le résultat d'une dégénérescence biologique plutôt qu'une ascendance exotique. Je fus navré de constater que j'allais être l'unique passager du bus. L'idée de voyager seul avec ce chauffeur me déplaisait au plus haut point. Mais l'heure du départ approchant, je surmontai mes craintes et suivis l'homme à bord, lui tendis un billet $1 et murmurai seulement « Innsmouth ».
Il me gratifia d'un drôle de regard, puis sans un mot, me rendit 40 cents. Je m'installai loin derrière lui, de son côté du bus, afin de pouvoir admirer la côte pendant le trajet. Une puissante vibration secoua le véhicule au moment du démarrage, puis il s'ébranla bruyamment le long des vieilles bâtisses en briques de State Street, en crachant derrière lui un nuage de gaz d'échappement. Comme mon regard glissait sur le trottoir, je surpris chez les passants une volonté manifeste de ne pas observer le bus, ou de ne pas avoir l'air de l'observer. Après avoir tourné à gauche dans High Street, où la circulation était plus fluide, nous dépassâmes d'imposantes vieilles demeures datant des premières heures de la République et des fermes coloniales plus anciennes encore. Puis nous franchîmes l'esplanade du Lower Green et la Parker River pour déboucher enfin sur la vaste et monotone étendue de la route côtière. C'était une belle et chaude journée, mais le paysage de sable, de lèches et d'arbustes rabougris se fit de plus en plus désolé à mesure que nous roulions. Je pouvais voir par la fenêtre les eaux bleues et la grève sablonneuse de Plum Island, et nous quittâmes bientôt la grande route qui menait à Raleigh et Ipswich pour emprunter un étroit chemin bordant le rivage. La région n'était visiblement pas habitée, et l'état de la route m'indiqua que la circulation était rare dans les environs. Les poteaux téléphoniques usés par les intempéries ne soutenaient que 2 fils, et nous franchissions par moments des ponts de bois rudimentaires jetés au-dessus d'estuaires qui, s'enfonçant loin dans les terres, favorisaient l'isolement de la région. Il m'arrivait de discerner des souches mortes et des fondations éboulées sous le sable amoncelé par le vent de la côte, et je me souvins avoir lu dans l'une des chroniques de la région que cette province avait autrefois été fertile et densément peuplée. La transformation du paysage, disait-on, avait coïncidé avec l'épidémie d'Innsmouth en 1846, et les âmes les plus simples y voyaient l'œuvre d'occultes puissances des ténèbres. En réalité, la désertification avait pour cause l'abattage inconsidéré des forêts du littoral, qui avaient laissé le sol à la merci des agressions du sable soufflé jusque dans les terres par le vent marin. Plum Island disparut enfin derrière nous, laissant place à l'immensité majestueuse de l'océan Atlantique. Notre étroite route se mit alors à grimper en pente raide, et je fus pris d'une angoisse étrange à la vue de cette crête solitaire, où le chemin accidenté allait rejoindre le ciel, comme si l'autobus devait à jamais poursuivre son ascension, quittant à jamais le monde de la raison pour plonger dans les arcanes mystérieux des nuages et l'énigme des cieux. L'odeur de la mer me semblait charrier de sinistres présages, et le silence du chauffeur, la rigidité de son dos courbé comme sa tête étroite me furent de plus en plus odieux. En l'observant, je m'aperçus que l'arrière de son crâne était presque aussi glabre que son visage, et consistait en une surface grise et scabreuse constellée des mêmes mèches jaunâtres. Une fois parvenus au sommet, nous vîmes se déployer la vallée encaissée où le Manoxet se jette dans l'océan, au nord de la longue ligne de falaises qui culmine à la pointe de Kingsport avant d'obliquer vers Cape Ann. Au loin, par-delà l'horizon de brume, je discernais à grand-peine les contours vaporeux du promontoire où se dresse l'étrange maison haute qui a inspiré tant de légendes. Mais pour l'heure, je n'avais d'yeux que pour le proche paysage en contrebas. Devant moi, compris-je alors, s'étendait la ténébreuse Innsmouth aux 1000 rumeurs. Vaste et densément construite, la ville présentait pourtant plusieurs signes de son sinistre dépeuplement. De l'enchevêtrement des cheminées ne s'échappaient que de rares filets de fumée, et 3 clochers élancés à la peinture écaillée dominaient sévèrement le front de mer. La flèche de l'un d'entre eux s'était affaissée, et ce même clocher, ainsi qu'un des 2 autres, affichait des trous béants et noirs à l'endroit où auraient dû se trouver les cadrans d'horloge. La vaste et chancelante multitude des toits en bâtière aux pignons pointus
illustrait de façon répugnante les ravages des termites, et j'aperçus de nombreux combles effondrés à mesure que notre descente nous rapprochait de la ville. Il y avait également de grandes maisons carrées de style géorgien aux mansardes coiffées de belvédères, de coupoles et de plateformes à balustrades, pour la plupart éloignées de la grève. Une ou deux semblaient en relativement bon état. Derrière elles, je distinguais les rails rouillés envahis de broussailles du chemin de fer désaffecté qui filait vers l'intérieur des terres, bordés de poteaux télégraphiques inclinés aux lignes arrachées, ainsi que les vieux chemins à peine encore visibles qui menaient à Rowley et Ipswich. Le délabrement empirait dans le secteur des quais. Toutefois, je pus y remarquer le beffroi blanc d'un bâtiment en briques fort bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une ancienne digue de pierre, sur laquelle je discernais peu à peu les silhouettes minuscules de quelques pêcheurs assis, et tout au bout, ce qui ressemblait aux fondations d'un phare désormais disparu. Une langue de sable s'était formée à l'intérieur de cette enceinte maritime et accueillait quelques cabanons branlants, des barques amarrées et de sporadiques casiers à homards. L'eau semblait peu profonde, sauf à l'endroit où la rivière se déversait devant la petite usine et obliquait vers le sud pour rejoindre l'océan au bout de la jetée. Ici et là, des embarcadères délabrés, ceux situés au sud du port l'étaient tout particulièrement, se jetaient à l'assaut de la mer et s'abîmaient en amas indistincts de planches pourries. Malgré la marée haute, j'aperçus au large une longue ligne noire qui dépassait à peine de l'eau, mais semblait investie d'une étrange malignité larvée. Ce devait être, je le savais, le récif du diable. En l'observant, j'eus l'impression qu'une subtile et troublante attirance s'ajoutait à ma répulsion. Et bizarrement, je trouvais cette sensation fugitive plus perturbante encore que mon sentiment premier. Nous ne croisâmes personne sur la route, désormais bordée par des fermes désertes à des stades variés de délabrement. Puis je repérai quelques masures habitées, aux fenêtres brisées calfatées de chiffons et aux cours jonchés de déchets, de coquillages et de carcasses de poissons. À une ou deux reprises, je vis des silhouettes indolentes travailler dans leurs jardins stériles ou creuser la plage en pestant la marée à la recherche de praires, ainsi que des groupes d'enfants sales, aux traits simiesques jouant le long de perrons envahis de mauvaises herbes. D'une certaine manière, ces gens me parurent encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres, car presque tous semblaient affligés de bizarreries physiques qui me déplurent spontanément, sans que je puisse pour autant les définir ni les comprendre. L'espace d'une seconde, leur singulière apparence éveilla quelque image enfouie au plus profond de ma mémoire, peut-être sortie d'un livre, et que j'associais à un événement particulièrement horrible ou accablant. Mais ce pseudo-souvenir se dissipa bien vite. Un peu plus bas, seul le bruissement constant d'une chute d'eau troublait le calme anormal des environs. Les maisons penchées aux murs nus étaient désormais plus denses et bordaient les deux côtés de la route, leur architecture nettement plus urbaine que celle que nous laissions derrière nous. Le panorama de la côte à l'avant avait laissé place à un décor de rue, où je pouvais voir des vestiges de pavés et des segments de trottoirs en briques. Toutes les maisons paraissaient inhabitées, et au gré d'occasionnelles trouées dans les façades s'empilaient des cheminées et des combles de bâtiments effondrés. Partout régnait la plus insoutenable odeur de poisson qui se puisse imaginer. Nous croisâmes par la suite des carrefours et des rues transversales. Celle sur la gauche menait vers le royaume sordide, lugubre et dépavé des quais. Celle sur la droite donnait à voir les vestiges d'une splendeur passée. Je n'avais jusqu'alors vu personne dans la ville, mais certains indices trahirent bientôt la présence de rares habitants,
Des rideaux, fenêtres çà et là, où quelques vieilles automobiles cabossées stationnaient le long des rues. On discernait désormais une nette séparation entre les trottoirs et la chaussée, et malgré leur grand âge, les maisons, des bâtisses de bois et de briques du début du XIXe siècle, témoignaient d'un certain entretien. En tant qu'amateur d'antiquité, ces immuables vestiges d'un âge révolu me firent presque oublier l'infecte odeur qui assaillait mes narines, ainsi que le sentiment de menace et de répulsion qui pesait sur moi. Mais je n'avais toujours pas atteint ma destination que j'éprouvais déjà une nouvelle impression d'une pénible et vibrante intensité. Le bus avait débouché sur une sorte de place étoilée ou d'esplanade, flanquée de 2 églises et ornée en son centre des restes embroussaillés de ce qui avait dû être une pelouse circulaire. Mais je n'avais d'yeux que pour l'imposante bâtisse à colonnade qui se dressait sur ma droite, à l'angle de la prochaine intersection. Sa façade anciennement blanche était désormais d'un gris lépreux, et le panneau à son fronton s'ornait de lettres noires et or si défraîchies que je pouvais à peine distinguer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». Telle était donc l'ancienne loge maçonnique qu'on avait reconvertie en temple d'une foi dégénérée. Alors que je m'efforçais de déchiffrer cette inscription, les vibrations rauques d'une cloche fêlée de l'autre côté de la rue attirèrent mon attention, et je me tournai vivement pour regarder par la vitre de mon siège. Le son provenait d'une massive église de pierre, visiblement plus récente que la plupart des maisons et bâtie, dans un style gothique maladroit, sur une crypte anormalement haute, percée de fenêtres aux volets clos. Bien qu'il manquât les aiguilles au cadran de l'horloge du côté où je me trouvais, j'entendis les cloches gutturales sonner 11 coups. Mais mon compte des heures fut brusquement éclipsé par une vision fugitive d'une suprême acuité qui m'emplit d'horreur avant même que je puisse identifier de quoi il s'agissait. La porte entrebâillée de la crypte s'ouvrait sur un rectangle de ténèbres. Alors que je regardais, une forme indéfinie traversa ou parut traverser ce rectangle d'ombre, insufflant à mon âme cette fugitive amertume qui laisse au réveil certains cauchemars, d'autant plus crispante que rien dans son aspect ne justifiait ce sentiment. C'était un être vivant, le premier qu'il m'avait été donné de voir depuis mon entrée dans l'enceinte de la ville, à l'exception du chauffeur, et seule mon extrême fébrilité pouvait expliquer la terreur qu'il m'avait inspirée. Car je me rendis compte qu'il s'agissait simplement du pasteur, vêtu de l'étrange vêtement sacerdotal qu'exigeait sans doute l'ordre de Dagon depuis qu'il avait modifié la liturgie des églises locales. C'était certainement la haute tiare qu'il portait qui avait attiré en premier lieu mon regard et suscité ensuite mon effroi grotesque. Elle ressemblait presque en tout point à celle que m'avait montrée mademoiselle Tilton la veille au soir. Dès lors, mon imagination excitée avait dû, à cause de cet objet, parer d'attributs sinistres cette silhouette voilée aux pas traînants et au visage indiscernable. Après réflexion, j'estimais que rien ne justifiait le frisson de réminiscence démoniaque qui m'avait assailli. Quoi de plus naturel pour une mystérieuse secte locale d'inclure dans son code vestimentaire une coiffe bien connue de sa communauté de fidèles, quand bien même elle proviendrait de quelque trésor pirate. Seuls ou par petits groupes de 2 ou 3, quelques jeunes gens à l'aspect répugnant firent leur apparition sur les trottoirs. Certains rez-de-chaussée des maisons croulantes abritaient de petites boutiques aux enseignes ternies, et je relevai la présence d'1 ou 2 camionnettes en stationnement que nous dépassâmes bruyamment. Le bruit de chute d'eau devint de plus en plus distinct, et j'aperçus bientôt une profonde gorge au fond de laquelle coulait une rivière. Au-delà du large pont aux rambardes de fer qui l'enjambait se déployait une grande place à ciel ouvert. Quand l'autocar franchit la passerelle dans un tonnerre métallique,
Je vis apparaître de part et d'autre des bâtiments d'usine perchés au bord de la ravine herbeuse ou bien construits à flanc de coteau. Tout au fond de la gorge coulait une eau puissante et abondante. Je remarquai à droite 2 vigoureuses chutes d'eau et au moins une autre en aval, dont le grondement était à cet endroit assourdissant. Une fois sur l'autre rive, l'autocar contourna la grande place semi-circulaire et se rangea le long d'un haut bâtiment coiffé d'un petit lanterneau. Sa façade arborait encore les traces d'une ancienne peinture jaune, ainsi qu'une enseigne à demi effacée annonçant « Pension Gilman ». J'étais ravi de pouvoir enfin quitter ce bus et m'empressais d'aller déposer ma valise dans le hall miteux de l'hôtel. Il n'y avait là qu'une seule personne, un vieil homme dépourvu de ce que j'avais fini par appeler le masque d'Innsmouth, et me rappelant les incidents bizarres signalés dans cet établissement, je décidai de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. À l'inverse, je partis flâner sur la place, où le bus avait déjà disparu, afin d'inspecter moi-même l'endroit d'un œil critique et minutieux. La grande esplanade pavée était bordée d'un côté par la ligne droite de la rivière et de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques aux toits en pente datant d'environ 1800, d'où plusieurs rues rayonnaient vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères, tous dotés d'ampoules à faible incandescence, étaient affreusement rares et petits, et je me réjouis d'avoir prévu de quitter la ville avant la nuit, même si le clair de lune serait certainement vif ce soir-là. Les bâtiments, tous en bon état, accueillaient peut-être une dizaine de boutiques en activité, parmi lesquelles une épicerie de la First National, un restaurant lugubre, un drugstore, une poissonnerie de vente en gros, et même dans le dernier bâtiment à l'est de la place, tout près de la rive, les bureaux de la seule industrie de la ville, la compagnie de raffinage Marsh. Il y avait peut-être 10 promeneurs en tout, 4 ou 5 automobiles et quelques camionnettes, ce qui acheva de me convaincre que je me trouvais dans le centre-ville d'Innsmouth. Découpant leurs austères silhouettes contre le bleu du port que j'entrevoyais à l'est, 3 anciens clochers géorgiens, autrefois splendides, tombaient en ruine. Sur l'autre berge, en direction du littoral, s'élevait le beffroi blanc qui surplombait ce que je supposais être la raffinerie Marsh. Sans trop savoir pourquoi, c'est vers l'épicerie que je m'orientais pour poser mes premières questions, supputant que le personnel d'une succursale de chaîne de magasins ne serait probablement pas natif d'Innsmouth. J'y trouvais, seul derrière le comptoir, un jeune homme d'à peu près 17 ans, et je fus ravi de constater son air affable et sa vivacité, qui promettaient une conversation enjouée et riche d'enseignements. Il semblait enchanté de bavarder, et je compris bientôt qu'il n'aimait pas cet endroit, son odeur de poisson ou ses côteleux habitants. Pouvoir échanger quelques mots avec un étranger lui était d'un grand réconfort. Il venait d'Arkham, logeait chez une famille originaire d'Ipswich et retournait chez lui dès qu'il avait du temps libre. Ses parents n'aimaient pas qu'il travaille à Innsmouth, mais la direction de la chaîne l'avait transféré là, et il ne voulait pas perdre son emploi. Il n'y avait à Innsmouth, m'apprit-il, ni bibliothèque municipale, ni chambre de commerce, mais il était facile de s'y orienter. Le bus qui m'avait emmené ici avait emprunté Federal Street. À l'ouest s'étiraient les rues du vieux quartier résidentiel, Broad, Washington, Lafayette et Adams Street, et à l'est le quartier pauvre du front de mer, où je pourrais trouver, le long de Main Street, les vieilles églises géorgiennes depuis longtemps abandonnées. Mieux valait ne pas trop se faire remarquer dans ces coins-là, surtout au nord de la rivière où les résidents pouvaient se montrer revêches et hostiles. Des étrangers y avaient même disparu. Il était même pratiquement interdit de se rendre à certains endroits, comme lui-même l'avait appris à ses dépens.
Il me déconseillait, par exemple, de traîner autour de la raffinerie Marsh, des églises encore en activité ou du siège à colonnade de l'ordre de Dagon sur New Church Green. Ces inquiétants lieux de culte, tous publiquement désavoués par leurs confessions respectives, accueillaient des rituels et des vêtements sacerdotaux des plus étranges. Leurs mystérieuses croyances hétérodoxes promettaient, via d'incroyables métamorphoses, une sorte d'immortalité du corps en ce monde. Le pasteur du jeune homme, un certain Dr Wallace de l'église méthodiste épiscopale d'Arkham, l'avait gravement enjoint à ne fréquenter aucune des églises d'Innsmouth. Quant aux habitants, ils ne savaient trop qu'en penser. Ils étaient aussi furtifs et effacés que des animaux fouisseurs, et l'on s'imaginait mal à quoi ils pouvaient bien passer leur temps en dehors de leurs irrégulières séances de pêche. À en juger par les incroyables quantités d'alcool de contrebande qu'ils achetaient, sans doute s'adonnaient-ils presque tout le jour à la boisson et à l'hébétude qu'elle leur procurait. Ils semblaient unis par un lugubre esprit de corps et une même vision du monde, formant une étrange confrérie qui méprisait tout le reste comme s'ils avaient accès à d'autres sphères d'existence préférables à la nôtre. Leur apparence, notamment ces yeux fixes qui ne clignaient jamais, était parfaitement révoltante, et leur voix tout aussi répugnante. Rien n'était plus affreux que de les entendre psalmodier dans leurs églises, à la nuit tombée, surtout lors des célébrations et des fêtes du renouveau du 30 avril et du 31 octobre. Ils aimaient tout particulièrement l'eau et s'ébattaient sans cesse dans la rivière ou dans le port. Les courses de natation jusqu'au récif du diable étaient monnaie courante, et tous les participants semblaient capables de s'illustrer lors de cette difficile épreuve. En y réfléchissant, on ne voyait que des jeunes gens dans les rues, et c'étaient les plus âgés d'entre eux qui présentaient les malformations les plus prononcées. En de rares exceptions, on croisait certaines personnes d'apparence normale, comme le vieux réceptionniste de l'hôtel. On ne pouvait dès lors que s'interroger sur le sort des anciens, ou sur la nature du masque d'Innsmouth. S'agissait-il d'une insidieuse lèpre dégénérescente qui aggravait son emprise au fil des années ? Indiscutablement, seule une affection rarissime pouvait engendrer d'aussi profondes et d'aussi radicales modifications anatomiques chez ses victimes adultes, au point même d'altérer des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne. Cependant, cette virulence n'était pas plus déconcertante et inouïe que les symptômes apparents de la maladie. Il serait de toute façon difficile de tirer la moindre conclusion à ce sujet, estimait le jeune épicier, tant les natifs d'Innsmouth évitaient tout commerce avec les étrangers, quelle que soit la durée de leur séjour. Selon lui, il existait de nombreux spécimens encore bien pires que les plus difformes des habitants qu'on pouvait apercevoir, mais ils étaient parqués quelque part à l'abri des regards. Certains entendaient parfois d'étranges plaintes, et l'on racontait qu'au nord de la rivière, les taudis croulants du front de mer communiquaient par un réseau de tunnels secrets, offrant ainsi un repère souterrain à ces invisibles déviants. Si les veines de ces êtres charriaient du sang étranger, il était impossible de dire lequel. Parfois, quand des représentants du monde extérieur ou du gouvernement venaient à passer, on gardait à l'écart les membres les plus monstrueux de la communauté. Il serait inutile, m'assura mon informateur, de poser la moindre question aux autochtones. Le seul susceptible de parler était un vieillard chenu d'allure normale qui logeait dans un refuge à l'orée de la ville tout au nord et qui passait son temps à errer dans les rues ou à flâner autour de la caserne des pompiers. Ce curieux personnage, connu pour être l'ivrogne local et perdre un peu la tête,
répondait au nom de Zadok Allen et avait 96 ans. C'était un individu étrange et furtif qui jetait toujours des coups d'œil par-dessus son épaule comme s'il redoutait quelque chose et qui sombrait dans un profond mutisme lorsqu'il était sobre. Mais qu'on lui tende une bouteille de son poison favori, auquel il était incapable de résister, et il livrait à mi-voix de stupéfiants fragments d'histoire locale. Au bout du compte, cependant, il n'en sortait pas grand-chose de véritablement intéressant, car ces histoires démentes et parcellaires traitaient toutes d'impensables prodiges et d'horreurs qui ne pouvaient être que les produits d'une imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais, mais les habitants n'aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers, de sorte qu'être vu en sa compagnie n'était pas sans risque. Sans doute était-il à l'origine des rumeurs populaires et des calomnies les plus folles qui ternissaient la réputation d'Innsmouth. Entre les histoires du vieux Zadok et les malformations des habitants, il ne fallait pas s'étonner si les gens qui n'étaient pas nés ici croyaient entrevoir de temps à autre des créatures de cauchemar. Ils ne s'attardaient jamais dehors après la tombée de la nuit, car de l'avis général, c'était quelque chose qu'il ne valait mieux pas faire. D'ailleurs, les rues étaient affreusement sombres. Quant au commerce, l'abondance de poissons était sans nul doute prodigieuse, mais les autochtones en profitaient de moins en moins. Les prix avaient considérablement baissé et la concurrence faisait rage. En réalité, la seule activité rentable de la ville restait la raffinerie, dont le bureau commercial se trouvait à quelques pas de là, sur la place. Le vieux Marsh ne se montrait jamais en public, mais il revenait parfois à son usine dans une voiture fermée aux vitres voilées. Toutes sortes de rumeurs couraient sur son apparence actuelle. Il avait été un véritable dandy dans sa jeunesse, et l'on racontait qu'il affectionnait encore son élégante redingote de l'époque édouardienne, qui avait été curieusement raccommodée pour s'adapter à ses difformités. Ses fils, qui administraient autrefois le bureau de la place, se faisaient discrets depuis quelque temps, déléguant une grande partie des affaires à la nouvelle génération. Comme leur sœur, ils présentaient désormais un aspect étonnant, surtout les aînés, et l'on disait que leur santé déclinait. L'une des filles Marsh était une femme repoussante à l'allure reptilienne, toujours parée d'une pléthore de bijoux insolites manifestement issus de la même tradition joaillière que la surprenante tiare de Newburyport. Mon interlocuteur les avait remarqués à plusieurs reprises et avait entendu dire qu'ils provenaient de quelques trésors secrets de pirates ou de démons. C'était également ce type d'ornement que les pasteurs ou les prêtres, ou quel que soit le titre qu'ils portaient désormais, arboraient comme coiffe liturgique, mais le profane les apercevait rarement. Le jeune homme n'avait jamais vu d'autre modèle, bien qu'Innsmouth fût censé en receler bien davantage, à ce qu'on disait. Les Marsh, tout comme les 3 autres bonnes familles de la ville, les Waite, les Gilman et les Elliott, se montraient très réservés. Ils habitaient d'immenses demeures le long de Washington Street, qui, selon la rumeur, abritaient en cachette certains parents encore vivants, affligés de tels tares physiques qu'ils ne pouvaient paraître en public, malgré l'annonce publique et l'enregistrement à l'état civil de leur soi-disant décès. M'ayant averti que de nombreuses rues avaient perdu leurs plaques, le jeune épicier dessina à mon intention sur une grande feuille une carte sommaire mais exhaustive des axes et des sites principaux de la ville. Un rapide examen m'assura qu'elle me serait fort utile, et je l'empochai en remerciant vivement son auteur. L'allure misérable de l'unique restaurant de la place ne m'ayant guère inspiré confiance, j'achetai en guise de déjeuner plusieurs paquets de biscuits au fromage et de gaufrettes au gingembre. J'avais pour projet de parcourir les principales avenues, de m'entretenir avec tous les étrangers à Innsmouth que je pourrais rencontrer pour enfin attraper la navette de 20 heures en direction d'Arkham. Cette ville, je m'en rendais compte,
offrait un extrême et saisissant tableau de dégénérescence communautaire. Mais n'étant pas sociologue, je préférais cantonner mes observations au champ architectural. C'est ainsi que j'entamai mon exploration méthodique et quelque peu déroutante des artères étroites et gangrénées d'ombre d'Innsmouth. Après avoir franchi le pont, je marchai en direction du grondement des lointaines chutes d'eau et parvins devant la raffinerie Marsh, étonnamment silencieuse pour une usine en activité. Elle se dressait au bord de la ravine escarpée creusée par la rivière, à proximité d'un autre pont et d'un embranchement de rue qui me semblait constituer l'ancien centre-ville, supplanté après la Révolution par la Grand Place actuelle. Le pont de Main Street que j'empruntais pour retraverser la gorge débouchait dans un quartier si désert que je ne pus réprimer un frisson. Des amas chancelants de toits en bâtière plaquaient contre le ciel leurs profils fantastiques et déchiquetés, dominés par le clocher lugubre et décapité d'une vieille église. Certaines maisons semblaient occupées, mais la grande majorité était condamnée par des planches. Le long des ruelles transversales à la chaussée dépavée, je voyais béer les croisées noires d'immeubles en ruine, dont les fondations en partie écroulées faisaient dangereusement pencher les façades. Le regard spectral de ces fenêtres était tel que je dus rassembler tout mon courage pour tourner vers l'est en direction du front de mer. S'il fallait mesurer l'épouvante qu'engendre une maison déserte, la progression obtenue serait certainement plus géométrique qu'arithmétique, à mesure que ces maisons profilèrent pour produire à terme quelque affreuse ville fantôme. À la vue de ces infinies perspectives d'allées mortes et vides aux fenêtres béantes comme des yeux de poisson, et en considérant cette interminable enfilade de chambres aux ténèbres grouillantes, livrées aux toiles d'araignée, aux souvenirs et aux vers vainqueurs, je sentis enfler en moi une horreur ancestrale mêlée de dégoût qu'aucune philosophie, même la plus affirmée, n'aurait pu dissiper. Fish Street était aussi déserte que Main Street, malgré ses entrepôts de pierres et de briques en excellent état. Water Street en était presque la réplique exacte, mais de larges trouées laissaient voir l'océan dans le prolongement des anciens quais. Je n'apercevais pas le moindre être vivant, hormis les rares pêcheurs assis au loin sur la jetée, et n'entendais rien d'autre que le clapotis des vagues dans le port et le grondement des chutes du Manoxet. Cette ville commençait à me peser sur les nerfs, et je jetai un regard furtif derrière moi avant de presser le pas en direction du pont branlant de Water Street. Celui de Fish Street, d'après mon plan, était en ruine. Au nord de la rivière, je notais quelques traces d'une vie insalubre, des ateliers de tri de poissons en pleine activité, des cheminées fumantes, des toits rafistolés çà et là, des bruits indistincts dont j'ignorais la provenance et de rares silhouettes claudiquant le long de sinistres chemins de terre. Mais cette relative effervescence m'apparut plus oppressante encore que le désert humain des quartiers sud. D'une part, les gens d'ici étaient plus hideux et plus anormaux que ceux du centre-ville. Et à plusieurs reprises, leur aspect éveilla en moi d'insidieux souvenirs enfouis, dont la teneur tout à fait fantastique ne cessait pourtant de m'échapper. La mystérieuse ascendance étrangère des habitants d'Innsmouth était manifestement plus prégnante ici qu'à l'intérieur des terres, à moins que le masque d'Innsmouth fût une maladie plutôt qu'une tare génétique, auquel cas ce quartier accueillait les sujets les plus gravement atteints. Ce n'était qu'un détail, mais je trouvais fort troublante l'étrange localisation de quelques faibles bruits que j'entendais. Au lieu de provenir des seules maisons habitées, ils semblaient souvent plus distincts derrière les façades les plus sévèrement condamnées. Je percevais des grincements, des échos de pas précipités et des râles indistincts, et songeais avec inquiétude aux galeries enfouies évoquées par le jeune épicier. J'en vins bientôt à me demander quel pouvait être l'accent de ses habitants. Depuis mon arrivée dans ce quartier, je n'avais entendu parler personne,
et sans pouvoir me l'expliquer, je craignais de découvrir leur voix. Je marquai un bref temps d'arrêt à l'angle de Main et de Church Streets pour admirer 2 églises encore belles malgré leur état de délabrement avancé, puis m'éloigner à la hâte des ignobles taudis du front de mer. En toute logique, j'aurais dû rejoindre New Church Green, mais j'en fus bizarrement incapable. J'avais encore à l'esprit l'incompréhensible terreur qui m'avait envahi lorsque j'avais aperçu de manière fugitive la silhouette du pasteur, ou du prêtre, à la mystérieuse tiare, et l'idée de repasser devant son église m'était insupportable. En outre, le commis de l'épicerie m'avait prévenu qu'il valait mieux éviter les lieux de culte ou le siège de l'ordre de Dagon quand on était étranger à la ville. Par conséquent, je préférais remonter l'avenue jusqu'à croiser Martin Street, où j'obliquais vers l'intérieur des terres afin de contourner par le nord l'esplanade de New Church Green. Je pus dès lors traverser Federal Street en toute tranquillité et admirer la splendeur vétuste du vieux quartier patricien, dans les hauteurs de Broad, Washington, Lafayette et Adam Streets. Malgré leurs pavés inégaux et la saleté des trottoirs, ces vieilles avenues imposantes avaient, à l'ombre de leurs rangées d'ormes, conservé un peu de leur dignité d'antan. Tout autour de moi se succédaient les demeures majestueuses, et je ne savais plus où donner de la tête. Le délabrement avait gagné la plupart des résidences et leurs parcs à l'abandon. Certaines étaient même condamnées, mais 1 ou 2 dans chaque rue étaient visiblement habitées. Dans Washington Street, une rangée de 4 ou 5 demeures en excellent état trônait au milieu de pelouses et de jardins soigneusement entretenus. La plus somptueuse d'entre elles, dont les vastes parterres en terrasse s'étendaient jusqu'à Lafayette Street, appartenait sans doute au vieux Marsh, le propriétaire en mauvaise santé de la raffinerie. Aucun être vivant n'arpentait ces rues, et je m'étonnais de l'absence totale de chiens et de chats à Innsmouth. Je remarquai par ailleurs avec un certain trouble que les derniers étages et les greniers de chaque demeure, même les mieux conservés, avaient été fermement condamnés. La dissimulation et le secret semblaient régner en maître dans cette ville funeste, muette et dégénérée, et je me sentis soudain épié par une foule d'yeux fixes et sournois, des yeux qui jamais ne clignaient. Je frémis quand, sur ma gauche, une cloche fêlée retentit par 3 fois, car je ne me souvenais que trop bien de l'église trapue qui égrenait ces heures. Descendant Washington Street jusqu'à la rivière, je découvris une nouvelle zone industrielle et commerçante, désormais abandonnée. J'y repérai une usine en ruine et d'autres bâtiments désaffectés, ainsi que les vestiges d'une vieille gare et une passerelle ferroviaire couverte qui enjambait la gorge du Manaxet, loin sur ma droite. J'arrivai ensuite à un pont instable qu'un panneau d'avertissement déconseillait d'emprunter. Je m'y risquai toutefois et regagnai la rive sud, où je retrouvai enfin quelques signes de vie. Des créatures furtives aux pas traînants se retournèrent sur mon passage pour me lancer d'étranges regards, et des visages plus normaux me détaillèrent avec froideur et curiosité. Innsmouth me devenait rapidement intolérable, et je tournai dans Payne Street en direction de la place centrale, espérant y trouver un véhicule qui pourrait m'emmener à Arkham avant l'heure de départ encore lointaine de ce sinistre bus. C'est alors que je remarquai, devant la caserne de pompiers délabrée sur ma gauche, un vieillard rougeau à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, vêtu d'informes haillons. Assis sur un banc, il bavardait avec 2 pompiers d'allure négligée mais apparemment normaux. Il s'agissait à n'en pas douter de Zadok Allen, ce nonagénaire alcoolique et à demi fou qui répandait d'incroyables et ignobles histoires au sujet de la vieille Innsmouth et de l'ombre qui planait sur elle.